Salut, c'est Camille. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé s'il existait un moyen de soutenir Crimes oubliés. Eh bien, c'est aujourd'hui possible, j'ai ouvert une page Patreon. J'ai fait un choix pour ce podcast, pas de pub qui casse l'ambiance en plein milieu de vos écoutes. Donc pour que le podcast continue à exister à ce rythme et en toute indépendance, j'ai besoin de vous. Vous avez plusieurs possibilités pour me soutenir à votre échelle, je vous laisse le lien de la page directement dans les notes de l'épisode. Merci pour votre fidélité et merci à ceux qui participeront à cette aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour. On connaît tous l'histoire de la bête du Gévaudan, ou du moins, on croit la connaître. Des bois sombres, des enfants dévorés, une créature fuyante, une traque royale. Mais si cette histoire a survécu au siècle, ce n'est pas seulement à cause des morts, c'est à cause de ce qu'elle racontait de son époque. Elle tombe au bon moment dans un pays fatigué qui doute et qui a peur. Et comme souvent dans ces moments de bascule, un récit s'impose, plus puissant que les faits eux-mêmes. Avant de dérouler les faits de cette histoire, il fallait que je revienne sur l'essentiel. Pourquoi, en 1764, cette affaire a-t-elle pris une telle ampleur ? Je suis Camille Debreuil et je vous raconte aujourd'hui les crimes oubliés de la bête du Gévaudan. Avant que je décide de vous embarquer pour raconter toute l'histoire de cette bête du Gévaudan de manière plus ou moins chronologique, je crois que la question que je me suis posée en premier, et vous allez j'espère vous dire qu'elle est légitime, c'est pourquoi cette histoire a-t-elle autant marqué les esprits ? Pourquoi, parmi des dizaines d'affaires similaires en France dont je vous ai parlé dans le premier épisode, celle-ci a-t-elle traversé les siècles ? Et en plongeant la tête dans les archives, comme je le fais toujours, je crois pouvoir vous dire aujourd'hui que la réponse tient en grande partie dans le contexte dans lequel cette histoire émerge. Lorsque tout commence, nous sommes en 1764. Sur le trône de France, il y a Louis XV, et il le garde au chaud depuis déjà un quart de siècle. Sans le vouloir historiquement, cette saga prend la suite de celle de l'année dernière, donc si vous ne l'avez pas écoutée, faites-vous plaisir. Louis XV règne donc depuis 25 ans. En apparence, le royaume est stable. Les 25 premières années du règne de Louis XV sont marquées par une paix relative, notamment après la signature du traité de Vienne en 1738. La guerre de succession de Pologne entre 1733 et 1738, puis celle de succession d'Autriche de 1740 à 1748, bien que coûteuse, renforcent l'image d'un roi médiateur et protecteur de l'équilibre européen. De l'intérieur, les premières décennies de son règne sont donc aussi caractérisées par une certaine prospérité économique, soutenue par la régence de Philippe d'Orléans, puis par le travail de certains ministres comme Fleury. Le royaume connaît alors un développement du commerce colonial et une croissance démographique assez intéressante. Mais comme souvent, cette stabilité est plutôt fragile. Elle masque des tensions sociales profondes, une montée de la misère paysanne qui n'en finit plus et une centralisation du pouvoir de plus en plus critiquée dans les provinces. Et ça, vous allez voir que ça compte quand même. Donc en fait, de loin, ça va, mais en réalité, le pouvoir de Louis XV est à ce moment-là assez affaibli. La guerre de 7 ans, de 1756 à 1763, un conflit mondial opposant principalement la France et l'Angleterre pour la domination coloniale en Amérique du Nord, en Inde et sur les mers, s'achève par une défaite française. Super, elle a ruiné les finances publiques et infligé à la monarchie française une humiliation internationale durable. On adore perdre la face devant tout le monde. La perte du Canada, de la Louisiane occidentale, de la plupart des Antilles et le départ de l'Inde a provoqué une perte de prestige énorme. Vous imaginez, d'un coup, on nous dit qu'on rentre nulle part et en plus on doit partir des lieux où on s'était installé. Ça la fout mal. Du coup, il est gentil le roi avec ses guerres, mais le peuple n'a plus confiance. Louis XV, autrefois surnommé le bien-aimé, est devenu en quelques années un souverain décrié. Les pamphlets circulent, on se moque de ses favorites, on dénonce sa mollesse, on critique les dépenses de la cour et les dépenses tout court. Sans oublier que dans les provinces, au fin fond des campagnes et de nos forêts françaises, l'autorité royale est bien loin, parfois complètement abstraite.
L'Église, longtemps le rempart de la monarchie, voit elle aussi son influence régresser. Depuis la fin du règne de Louis XIV, son autorité sur les consciences s'érode progressivement. L'essor des idées des Lumières, la multiplication des critiques contre le clergé font que l'Église est clairement en perte de vitesse. Les querelles religieuses, notamment la lutte contre le mouvement janséniste et les tensions avec les protestants, ont aussi contribué à affaiblir sa position morale et politique, en particulier dans les provinces. Si l'impact de la région sur les croyances vous intéresse, je vous invite à écouter la saison 14 de Crimes oubliés sur l'affaire des derniers loups-garous. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Sur le plan économique, et ça c'est vraiment très important pour la suite, l'année 1764 est marquée par une série de mauvaises récoltes, vraiment très mauvaises. La France du XVIIIe siècle repose largement sur une agriculture de subsistance, dominée par la culture des céréales, donc le seigle, avoine, orge et surtout blé. Le blé représente alors l'aliment de base pour une large majorité de la population, sous forme de pain principalement. En 1764, plusieurs régions du royaume, notamment le sud du Massif central, subissent des conditions météorologiques terribles. Pluie persistante, froid prolongé et ensuite une grande sécheresse d'un coup. Pas besoin d'être agriculteur pour comprendre que ces aléas climatiques compromettent les moissons. Les stocks de grains se raréfient, du coup les marchés sont tendus et donc les prix flambent. Dans les zones déjà pauvres et enclavées, comme le Gévaudan par exemple, la hausse du prix du pain signifie immédiatement le retour de la faim. Cette précarité alimentaire alimente, si je puis dire, l'angoisse populaire et prépare un terrain psychologique propice à la peur et à la croyance dans des forces hostiles. Si vous suivez Crimes oubliés depuis un moment, vous avez déjà pas mal entendu à quel point le contexte joue sur les affaires et notre perception des coupables. C'est tout l'intérêt de ce podcast et l'angle que j'ai choisi pour cette saga de l'été. Les disettes engendrent des tensions sociales et des colères sourdes. Et comme souvent dans l'histoire, quand la société tangue, elle a tendance à inventer des monstres. Nous sommes encore dans un monde où la science balbutiante cohabite avec les croyances bien ancrées. Le célèbre siècle des Lumières ne touche que partiellement les campagnes, il faut le dire. Dans le Gévaudan, comme ailleurs en province, la population croit à l'enfer, aux miracles, aux forces invisibles. Le loup est très commun, c'est un danger connu et redouté. Mais la bête appartient à un registre différent. Elle est surnaturelle, à la lisière du mythe ou de l'hérésie. C'est un démon qu'on ne veut surtout pas provoquer. L'idée d'une créature surnaturelle est vraiment prise au sérieux. Ce n'est pas rare à l'époque que des exorcismes soient pratiqués, que des reliques se promènent de village en village et que les curés appellent aux jeûnes pour purifier les esprits. Alors non, la bête n'est pas qu'un animal. C'est un châtiment, une épreuve, une présence incarnée du malin. Mais tout ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette saga. Vous l'avez compris, c'est tout le contexte qui crée l'histoire de la bête du Gévaudan à l'époque. Mais quand il y a des événements comme cela, il faut bien qu'on les rapporte pour en faire une histoire qui a de la gueule. Et ce récit de la bête ne serait pas devenu une affaire d'État sans les journaux. Depuis le milieu du XVIIIe siècle, la presse imprimée se développe très rapidement en France. Ce ne sont pas encore des quotidiens pour la plupart, mais des gazettes hebdomadaires ou bimensuelles, lues par les notables surtout, les érudits, les commerçants parfois et les administrateurs. En gros, c'est simple, c'est ceux qui savent lire. Ce qui n'est pas l'apanage de tous. Et surtout, ces gazettes, pour se faire connaître, elles cherchent du sensationnel. Et oui, quand je vous dis que certaines choses ne changent pas. Elles raffolent particulièrement de récits violents, étranges et les plus spectaculaires possibles. Alors, si ça touche un peu à une croyance collective ou au surnaturel, c'est bingo! On sait que ça va se vendre comme des petits pains. En novembre 1764, le Courrier d'Avignon publie l'un des premiers récits détaillés des attaques dans le Gévaudan. Il y est question d'une bête féroce qui rôde dans les forêts, attaque femmes et enfants et déjoue les battus.
Rapidement, l'animal est décrit de manière extravagante. Museau plat, dos rayé, gueule sanguinolente. Ces descriptions, souvent contradictoires, mais par contre complètement invérifiables, renforcent le mystère. Le Courrier d'Avignon est bientôt rejoint par deux des plus grands titres de l'époque, la Gazette de France, créée en 1631, un organe quasi officiel du pouvoir royal, et l'Année littéraire, fondée en 1754. D'autres périodiques s'en emparent aussi, le Mercure de France, la Feuille Annonces, Affiches et Avis divers de Paris, et même des journaux étrangers. Le phénomène prend une ampleur inédite. Chaque mort, chaque battu, chaque discours d'un curé au fin fond de son patelin est rapporté, interprété, puis amplifié. Des témoignages de rescapés sont recueillis, romancés, puis illustrés. Fin 1765, l'ancien lieutenant d'infanterie, Gervais-François Magnier de Marolles, publie un recueil de pièces réunissant tout ce qui a été dit dans la presse sur la bête. Pas sûr qu'un nom aussi long soit un bon nom de plume, mais c'est une question marketing sur laquelle je choisis de ne pas m'attarder. Il inclut dedans des gravures, des récits compilés, des lettres, des représentations artistiques de l'animal, notamment celle de la hyène envoyée à la cour et reproduite par un certain Michel Hénin dans sa collection d'estampes historiques. Je dis artistique car on n'a jamais eu de vrai croquis de la vraie bête, si bête il y a eu. Ces images, en tout cas, montrent une bête démesurée, anthropophage, parfois carrément debout sur deux pattes, tenant une tête d'humain dans sa gueule, ou alors traquée par des gardes du roi dans une mise en scène dramatique. Vous n'imaginez peut-être pas, mais à l'époque, c'est pas Netflix le samedi soir, donc l'impact de ces images est considérable. Et elles commencent à alimenter la peur autant que la fascination. On est humain, on adore ce qu'on ne comprend pas. Ces images circulent, car même dans un royaume largement analphabète, les images parlent, alors bien plus que les mots eux-mêmes. Elles racontent une histoire à elles seules, et elles construisent une mémoire collective. Jamais auparavant, un fait divers provincial n'avait connu une telle diffusion. Jamais il n'avait alimenté autant de récits contradictoires. Il faut dire aussi que quand les premières attaques de la bête sont rapportées, la presse ne sait plus quoi raconter. Depuis la signature du traité de Paris en février 1703, qui met fin à la guerre de 7 ans, les grands sujets diplomatiques sont clos. Il n'y a plus de campagne militaire à commenter, plus de traités à négocier et plus de théâtre géopolitique à décrypter. L'actualité s'essouffle. Dans les rédactions parisiennes et provinciales, on cherche de nouveaux récits à offrir à des lecteurs toujours plus curieux. Alors, quand une histoire sort du lot, sanglante, étrange, avec une touche de surnaturel et des victimes innocentes, elle est perçue comme une aubaine. On la traite, on la répète, on l'exagère, et très vite, l'affaire du Gévaudan devient ce que la presse attendait, un feuilleton à suivre, une énigme à résoudre et un mythe à bâtir. À une époque où la fiction populaire est encore balbutiante, l'affaire du Gévaudan devient un roman national. Un récit collectif et surtout un mythe qui se construit presque en temps réel. Maintenant, faisons un zoom sur la province dont on parle, le Gévaudan. Le Gévaudan n'est pas une province comme les autres. Situé au sud du Massif central, à cheval entre le Languedoc et l'Auvergne, il est montagneux, cloisonné et du coup difficile d'accès. Il faut dire que les routes sont rares et les hameaux isolés, même les uns des autres. La population vit essentiellement de l'agriculture, mais surtout de l'élevage. On cultive sur ces terres pauvres des céréales rustiques comme le seigle, l'orge et un peu de blé noir, mais c'est surtout l'élevage de moutons et de chèvres qui assure la subsistance. Le terrain accidenté rend la culture intensive difficile, et les marchés sont rares. L'isolement est tel que durant la saison froide, les chemins sont parfois impraticables plusieurs semaines d'affilée. Les communications avec le reste du royaume sont lentes, voire inexistantes en hiver. Je veux bien croire que ça peut quand même renforcer le sentiment d'abandon des gens du coin et que ça fertilise le terreau d'une culture orale riche en croyances et en récits plus ou moins magiques. C'est aussi une région marquée par les guerres de religion. Le protestantisme y est très présent. Pour vous la faire courte, l'Église catholique a réaffirmé son pouvoir par la peur et les symboles, et en 1764, quand toute cette histoire arrive, la mémoire des persécutions est encore vive. Les tensions religieuses alimentent la perception d'un mal complètement surnaturel,
Le souvenir des dragonnades et des persécutions violentes menées contre les protestants dans la région a profondément ancré l'idée que la région est un lieu d'épreuve spirituelle. Pour beaucoup, le Gévaudan est une terre de péché à purifier, et toute catastrophe, toute violence inexpliquée peut être interprétée comme une punition divine. Alors, lorsque les premières attaques surviennent, de nombreux habitants y voient rapidement non pas une attaque animale, mais un fléau surnaturel, une forme d'intervention céleste ou démoniaque. L'évêque de Mende lui-même, dans son mandement de décembre 1764, ira jusqu'à imputer les malheurs du Gévaudan à la dépravation morale des habitants. Sympa l'ambiance. Le pouvoir dans le Gévaudan, d'ailleurs, est très divisé. Entre l'intendant royal, le fameux évêque de Mende, les seigneurs et les officiers de justice, personne ne contrôle vraiment la situation. Je pense qu'avec cet épisode, on comprend bien que le terrain est idéal. Il offre un décor sauvage, avec 90% de montagnes et de forêts, des ravins, des grottes qui font peur, où une créature peut surgir, frapper, puis disparaître tout aussi rapidement. Ce décor offre également un peuple superstitieux, isolé et prompt à croire à pas mal d'histoires. Et enfin, il offre la pire des solutions, un pouvoir inexistant ou presque, incapable de contrôler une situation qui va dégénérer. Le résultat, c'est qu'en quelques semaines, une mort isolée devient une affaire nationale, puis une obsession, et enfin, une machine à produire de l'imaginaire. La bête du Gévaudan n'a pas vraiment tué plus qu'une autre, mais elle est apparue au bon endroit, au bon moment, dans un royaume en perte de foi, dans une province en perte de repères, et dans un monde qui avait peut-être besoin d'une histoire à se raconter pour se rassembler. En 1764, quand la bête du Gévaudan surgit, la France est dans un entre-deux. Louis XV est impopulaire, les campagnes sont appauvries, la presse régionale cherche à exister. Le terrain est prêt. Mais comme dans toute bonne histoire, il faut plus qu'un monstre. Il faut un moment, un peuple et un roi qui a besoin d'un ennemi commun avec ses sujets pour enfin les rassembler autour de lui. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de la saga de l'été 2025. On se retrouve dans quelques jours pour la suite. Si vous aimez Crimes oubliés, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. C'est vraiment important pour que je puisse continuer à vous raconter toujours plus d'histoires. Je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Partagez le podcast à votre famille, vos amis et notez-le sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite!